présenter LPCX. Donc, rapidement, LPCX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un meet-up mensuel et gratuit sur le product design et le product management. Et c'est un spin-off de la Product Conf, un événement sur ces thèmes-là qui a lieu normalement chaque année et qui, lors de la dernière édition, avait rassemblé 800 personnes du produit. Et ces deux événements n'existeraient pas sans le coproducteur qui est TIGA, un cabinet de conseil spécialisé en expert en product management et en product design qui intervient pour des missions en immersion, de la formation et également des missions de conseil. Je vais maintenant passer à vous, Thomas et Tiffany. Je commence par rapidement vous présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, Tiffany, tu as rejoint Spendesk en octobre 2019 et en fait, tu occupais d'abord le poste de Product Owner dans l'équipe Growth et c'est toi qui as créé le rôle et la fonction de Product Ops au sein de Spendesk depuis juillet 2020. Donc, tu vas nous en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Et avant ça, tu étais pendant 3 ans et demi chez Doctolib. Et ensuite, Thomas, qui a rejoint Spendesk en août 2018. Et avant Spendesk, tu travaillais sur du SaaS B2B SIRH et également 2 ans chez Disney en Web Analytics. Je vais vous laisser la parole après cette rapide présentation. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par nous présenter Spendesk. Donc, je peux commencer rapidement avec notre mission. Donc, notre mission principale, c'est de simplifier la gestion des dépenses en entreprise. Donc, nous, on pense que ça passe par la responsabilisation des employés. Donc, aussi bien en donnant de l'autonomie, en décentralisant l'acte de demande d'achat et l'acte de paiement. Et aussi en donnant, justement, vu qu'on donne de l'autonomie, en donnant du contrôle et de la visibilité sur l'ensemble des dépenses qui sont effectuées sur la plateforme, ce qui permet à chaque employé de se focaliser sur sa valeur ajoutée de l'entreprise et donc favoriser l'ensemble de la productivité de l'entreprise. Donc, on est une boîte qui est issue du Startup Studio eFounders, qui est entre Paris et Bruxelles. Et on a été créé en 2016. On est aujourd'hui répartis entre 4 bureaux qui sont en Paris, Londres, Berlin et San Francisco depuis 1 an et demi, si je ne m'abuse. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour Spendesk. Après, l'équipe produit en tant que telle, j'ai préparé une petite slide que je peux vous partager pour expliquer notre organisation, qui est un peu propre à Spendesk. Est-ce que tout le monde voit? J'ai l'impression que oui. Donc, nous, on a décliné la vision produit de Spendesk en différentes tracks. Donc, ici, il y en a 3, mais on en a plus, qui englobent des problématiques métiers propres à nos clients. Et chaque track est découpé en plusieurs squads, potentiellement, qui vont répondre à des sous-problématiques donc, une squad d'un PM, d'un product designer et d'un ensemble de développeurs. Et puis, elle va travailler avec son Extended Squad, qui est composé de Product Marketing Manager, Data Analyst et de représentants des équipes Sales ou CS selon les problématiques qu'on va adresser. Et puis, pour favoriser la productivité de l'ensemble de ces squads, on a une Product Ops, Tiffany ici présente, qui va justement nous aider à optimiser tous les process. D'accord. Et en total, on a 10 Product Managers et 5 Product Designers. Voilà. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation pour commencer. J'en profite aussi, maintenant qu'on va rentrer dans le vif du sujet, pour dire à ceux qui nous écoutent que vous pouvez poser vos questions tout au long du talk. Juste en bas des téléphones ou à droite des écrans, il y a cette petite option questions. Et ensuite, vous pouvez aussi voter pour les questions existantes et on y répondra à la fin. On rentre donc maintenant dans le vif du sujet. Tu viens justement de dire, Thomas, que dans votre organisation, il y avait une Product Ops. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'une Product Ops? Ou c'est possible aussi. Ouais, alors une définition un peu rapide du poste. Pour moi, c'est un rôle qui permet de simplifier le quotidien de l'ensemble de l'équipe produit pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est en accédant à la bonne information. Et puis aussi, favoriser la communication qui est autour de ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend des décisions, aussi, il faut que l'ensemble de l'entreprise comprenne ces décisions et puisse suivre et adhérer à cette vision.
et donc optimiser cette communication pour que l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise puissent adhérer à la vision produit globalement. Donc ça, c'est assez simple. Après, il y a plein de problématiques derrière. Et je ne sais pas si Tiffany, tu veux ajouter quelque chose sur cette définition, que tu as quelque chose ou pas. Ouais, je peux juste éventuellement ajouter que du coup, en tout cas, je considère que la définition de Product Ops dépend vraiment à la fois de l'entreprise dans laquelle évoluer, des problématiques du coup qui sont propres à cette entreprise, aussi du niveau de sécurité de l'entreprise. C'est-à-dire que le Product Ops chez Spendesk aujourd'hui sera différent du Product Ops chez Spendesk 6, 12, 18 mois. Ça dépend vraiment aussi des problématiques à tacler à l'instant T. Comme c'est une fonction support, on grossit que l'équipe produit et que les autres équipes. Du coup, la définition, elle évolue aussi avec l'entreprise. D'accord. Ok. Et justement, donc en ce moment, chez Spendesk, c'est quoi les grands objectifs Product Ops? Nous, on a 2 grandes missions aujourd'hui qui sont basées sur les besoins qu'on avait listés à l'époque de la création du poste. 2 grands axes, donc on va dire le Product Knowledge, donc qui est faire en sorte que chaque Spendesker, donc qui sont les employés de Spendesk, puissent avoir accès à la bonne information et le bon niveau d'information, et aussi de formation tout au long de leur cycle de vie au sein de Spendesk, c'est-à-dire à leur arrivée, et puis même dans les années qui arrivent. Et après, il y a la Product Excellence, c'est-à-dire que faire en sorte que tous les process et les outils utilisés par l'équipe produit soient optimisés pour garantir leur productivité et faire en sorte qu'on travaille efficacement et qu'on ait accès encore une fois à la bonne information que j'évoquais précédemment. D'accord. Et est-ce que vous aviez du coup des points de friction particuliers sur ces thèmes-là, ou qu'est-ce qui a en fait motivé l'intégration de Tiffany et donc du rôle de Product Ops dans l'équipe? Ouais, ça recoupe un peu ces 2 missions parce qu'on a listé ces 2 missions autour des problématiques qu'on avait, mais je pense qu'il y a 3 grands axes qui sont assez inhérents à la croissance de Spendesk et aussi de l'équipe produit. Donc le premier axe, c'est la connaissance produit, parce qu'on avait de plus en plus de personnes sans Spendesk qui nous contactaient et qui nous posaient des questions sur le produit en tant que tel, notamment par Slack, mais par différents canaux. Donc ça, le premier axe, on s'est demandé comment on pouvait résoudre ce problème et anticiper ces questions. Et donc, c'était la connaissance et la formation. Donc, aussi bien la formation pour les nouveaux quand ils arrivent dans la boîte, faire en sorte qu'ils soient bien onboardés, qu'ils connaissent bien le produit au moment où ils arrivent, mais aussi pour les anciens, parce que même s'ils connaissaient bien le produit à une époque, potentiellement, il a évolué, et donc faire en sorte qu'en continu, ils soient formés sur ces différentes problématiques. Le deuxième axe, c'est l'organisation au sein de l'équipe produit, l'équipe produit, elle a grossi, elle a potentiellement différents process selon les différents PM, les différentes squads. Donc, optimiser les process pour qu'ils soient assez unifiés entre les différentes squads. Et aussi faire en sorte que potentiellement on utilise des outils communs et qu'on ne soit pas en silo entre les différentes squads. Et après aussi, au niveau de l'équipe produit, on a des rituels qui ont été mis en place. Et au fur et à mesure où on grandit, peut-être que ces rituels doivent évoluer pour s'adapter en fait au nombre de personnes dans l'équipe, qu'il y ait que certaines personnes qui soient présentes à ces rituels, qu'on partage la bonne information pour optimiser le temps de chacun et que l'équipe fonctionne bien et puisse échanger facilement et avoir accès facilement à la même information. Par exemple, si un PM fait une interview d'un client, potentiellement, il y aura des informations qui seront utiles pour d'autres PM. Et donc, on fait pour unifier cette information, soit à travers les rituels, soit à travers les outils et l'accès à l'information. Et dernier axe, c'est tout ce qui est communication vers l'extérieur, donc avec les différentes équipes, parce qu'on avait beaucoup d'équipes qui se plaignaient de ne pas avoir de visibilité à la fois sur la roadmap, mais aussi sur ce qu'on faisait de leur retour. Parce qu'on a quand même un process qui est assez mature chez Spendesk pour récolter tous les feedbacks des clients, notamment par Product Board, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de centraliser tous les retours des prospects, des clients et des personnes en interne, mais il y avait un manque de visibilité pour les personnes qui soumettaient ces retours de ce qu'on en faisait. Et donc, il faut bien communiquer sur quelle est notre roadmap et aussi ce qu'on a fait de leur retour, pourquoi on va faire telle ou telle chose et pourquoi on ne va pas en faire d'autres. Donc, encore une fois, ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure sur la communication. Expliquer nos choix et notre vision pour que tout le monde adhère un peu à ça. Donc ça, c'est les 3 axes qu'on avait listés au début quand on a créé cette fonction et qui ont donné lieu aux 2 missions principales que j'évoquais tout à l'heure. D'accord. Et du coup, je reviens, avant qu'on aille aussi sur les missions de Tiffany, les projets en cours, etc., je reviens un peu sur
la genèse et le début. Le rôle de Product Ops, il commence à l'être, mais il n'est pas non plus très mature encore aujourd'hui. Comment ça s'est passé pour vous, le recrutement de Tiffany? On est parti justement des points que j'évoquais juste avant, donc toutes les frustrations qu'on avait, tous les problèmes d'efficacité qu'on pouvait avoir chez Spendesk. Il y a Elisabeth, notre head of product, qui avait aussi créé une scorecard. Donc, on a ouvert en fait l'offre à l'extérieur, on a rencontré des personnes. Et puis, on a appris aussi que Tiffany voulait bouger en interne. Et son profil, il a retenu notre attention par rapport à 3 axes principaux qui sont déjà le fait qu'elle était déjà chez Spendesk, qu'elle connaissait le produit, elle connaissait les process. Et puis, elle fitait bien avec la boîte, donc il y avait déjà tous ces paramètres-là. Mais elle gardait aussi un œil extérieur par rapport à l'équipe, parce qu'elle n'était pas au sein de l'équipe, elle ne connaissait pas forcément tout le monde de l'équipe. Et donc, elle avait cet œil extérieur que peuvent avoir les autres équipes en interne avec qui on devait améliorer la communication. Après, elle était aussi dans l'équipe grosse, donc elle avait l'habitude de travailler avec différents outils. Oui, on peut entendre la voix de Tiffany. Oui. Peut-être que tu pourras compléter juste après, Tiffany. Je regarde les questions qui sont en parlées. Qui avait l'habitude de travailler avec différents outils pour optimiser les process. Dans l'équipe grosse, c'était naturel. Puis elle a une vraie appétence pour le produit. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de commencer sur ce poste avec Tiffany. D'accord. Et Tiffany, c'est quoi, toi, ton retour d'expérience sur cet onboarding et peut-être les conseils que tu pourrais donner pour les personnes qui vont prendre ce rôle? Ouais, je pense que le premier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'être à l'écoute des membres de l'équipe produit, pas arriver avec ses grands sabots et vouloir tout casser, ajouter plein de process partout. Je considère souvent le product management, mais du coup appliqué à des équipes internes qui sont du coup les product managers, product designers et avec lesquels l'équipe produit interagit. Donc, mon objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins de ces utilisateurs étant du coup des Spendeskers, donc le nom des employés chez Spendesk. Donc, je pense que ce serait du coup, le point le plus important. Et est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail, s'il te plaît, quand tu es arrivé, en fait, qu'est-ce que tu as fait en premier? C'était quoi les premières phases que tu as abordées pour ce rôle-là? Ouais, je suis arrivée du coup en juillet 2020. Du coup, j'ai commencé ma phase d'onboarding par une phase de discovery. Donc, c'est quasiment ce que pourrait faire du coup un product manager ou un product designer dans le cadre du développement d'une fonctionnalité. Sauf que du coup, j'ai commencé du discovery en interne, donc à la fois du coup membres de l'équipe produit, donc product manager, product designer, mais également les différentes parties prenantes. L'équipe produit interagit au quotidien. Donc j'ai fait une vingtaine d'interviews, donc c'était un peu en fait un audit interne. Donc j'ai fait une vingtaine d'interviews avec l'équipe product marketing, des analystes, mais également certains sales et certains CS. J'ai du coup fait en fait une présentation de cet audit à l'équipe produit. L'audit était vraiment c'était à la fois de présenter au sein aux personnes de l'équipe produit, mais également les différentes parties prenantes. Parce que c'est pas parce que j'étais chez Spendesk depuis 8 mois du coup de rencontrer l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était vraiment de prendre le temps de comprendre quel est le métier de chacun, quels sont leurs missions, etc. Et le troisième objectif, c'était d'essayer de comprendre aussi quelles étaient leurs attentes, leurs principaux points de difficulté, etc. D'accord, ok. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire aujourd'hui des exemples de projets sur lesquels tu travailles pour que ce soit vraiment concret, qu'on comprenne pleinement ce rôle-là? Oui, bien sûr. Alors en fait, à l'issue de ce distinguer du coup, identifier 7 grandes initiatives sur lesquelles il me semble
le plus important de se concentrer. Et parmi ces initiatives, je peux peut-être en partager deux maintenant et on pourra y revenir un peu plus tard dans la table ronde. La première initiative sur laquelle j'ai été amenée à travailler, c'est du coup de donner plus de visibilité aux produits. En fait, je pense que c'était le point de frustration numéro 1, à la fois au sein de l'équipe produit, mais également du coup pour les différentes parties prenantes. Je pense notamment hyper demandeuse d'avoir de la visibilité sur la roadmap. Il faut imaginer du coup un sales qui est en call avec un prospect, il lui demande ok, mais en fait j'aimerais bien avoir la fonctionnalité des bons de commande. Alors effectivement, la fonctionnalité est peut-être pas disponible. Néanmoins, ça peut être très utile pour un prospect. En fait, on est en train de travailler sur la fonctionnalité, elle sort dans 2 mois. Et du coup, de maintenir le contact avec le prospect et justement de ne pas perdre ce deal potentiel. Donc ça, c'était vraiment le D'ailleurs, s'il y a des prospects dans les personnes qui écoutent, la fonctionnalité bon de commande arrive bientôt. Donc, si ça intéresse votre entreprise, n'hésitez pas. Pardon, je t'ai interrompu dans ton explication. Donc ça, c'était du coup, merci Tom d'avoir précisé ce point. Mais du coup, effectivement, ça c'était vraiment le point principal côté sales et CS, enfin, vraiment les équipes qui sont customer facing. Et du côté de l'équipe produit, c'était vraiment un problème aussi de leur côté de recevoir une cinquantaine de messages par semaine Slack pour demander est-ce que telle fonctionnalité est priorisée, si oui, quand, etc. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est et la chance que j'avais du coup en arrivant dans l'équipe produit, c'est qu'on a déjà l'outil problème qui est Product Board. Donc, vous mettra dans le chat. Mais voilà, en fait, on a simplement utilisé ce qui existe Product Board, mais on a étendu un petit peu notre usage de l'outil en utilisant la fonctionnalité roadmap. Donc à partir de, voilà, on a roadmap qui est accessible pour tout le monde. J'espère. Du coup, on s'est fait un peu une preuve entre l'équipe produit et le reste des équipes. Du coup, côté produit, on s'engage à garder et à maintenir roadmap à jour. On l'a à jour. Et côté du coup CS et sales, eux s'engagent à d'abord consulter cette roadmap avant de nous poser la question. D'accord. Ok, oui. Ok, très clair. Et tu parlais d'un deuxième exemple. Ouais. Alors un deuxième exemple. Nous décrire. Ouais, que je pourrais partager ce soir. En fait, c'est en lien du coup avec le product knowledge, donc la connaissance produit chez Spendesk. C'est effectivement du coup identifier lors de notre produit, en fait, évidemment, évolue assez rapidement. Il devient de plus en plus complexe, etc. En fait, on recrute de plus en plus de personnes. Je crois qu'il y a une cinquantaine de recrutements qui est prévu pour l'équipe sales en 2021. Donc, du coup, on a un énorme enjeu de formation des équipes pour être sûr que les équipes également chez Spendesk soient au courant des fonctionnalités qui sortent. Mais pas seulement d'ailleurs les fonctionnalités, on parle aussi de connaissances métiers, qui est notre buyer persona, quelles sont ses contraintes, ses missions, etc. Et donc du coup, à ce titre, je travaille actuellement et je suis vraiment en plein dedans sur un projet qui s'appelle la Spendesk Academy. Très rapidement, l'idée, c'est de construire vraiment une plateforme. On utilise 360 Learning pour nous accompagner sur ce projet. Et l'idée, construire une plateforme sur laquelle il y aura du coup tout le contenu nécessaire chez Spendesk. Donc, il y aura du contenu évidemment produit, connaissances métiers, etc. Et également contenu peut-être un peu plus généraliste sur comment être un bon manager, etc. Donc, moi, sur la partie produit finance, évidemment, contribuer importante de ce sujet. L'idée, c'est vraiment de construire du coup un contenu qui soit adapté à la fois à l'équipe dans laquelle et également du coup votre niveau dans l'entreprise. D'accord. Ouais.
Okay. La distinction que tu faisais entre le produit pur et dur, connaître son produit et connaître le métier, je pense qu'elle est importante parce que d'une, dans le métier de chacun au quotidien, que ce soit les sales quand ils vont s'adresser à des personnes de l'équipe finance qui connaissent leur sujet, mais même pour nous, c'est presque égoïste, mais quand par exemple ils utilisent Product Board, ils nous remontent des feedbacks, plutôt que de nous parler de features, etc., ils vont pouvoir creuser vraiment sur le problème qui est derrière, sur l'enjeu métier, et le plus ils ont de connaissances, le plus ils peuvent apporter de contexte, sans qu'ils soient trop biaisés, bien évidemment. Et ils peuvent creuser avec les prospects directement. Donc, ça nous fait gagner du temps pour que nous, après, on puisse aller creuser derrière. Donc, ouais, c'était une distinction qui était assez importante. Okay. Et comment on mesure l'impact de ces différents chantiers? Est-ce qu'il y a des KPI spécifiques pour les Product Ops? Comment toi, tu fais? C'est une bonne question. Ça dépend vraiment des sujets. Je suis pas vraiment fan de l'idée de trouver forcément des sur chacun sur lesquels je travaille. Je donne l'exemple du coup de roadmap public, de mesurer vraiment l'impact de ce projet, si c'est de sonder du coup les équipes, à la fois Customer Success, Sales et les équipes produits, du coup mon pratique et que du coup bah, voilà, à l'utilisation de cette roadmap publique. On pourrait mesurer le nombre de missions qu'on a en moins, mais je pense que voilà, ce serait pas forcément très utile d'allouer du temps là-dessus. En revanche, Spendesk Academy, bon, là, ce sera lancé la semaine prochaine. On va lancer une certification. Donc, je ne sais pas s'il y a des Spendeskers qui nous écoutent, mais bon, dès la semaine prochaine, on lance une grande certification pour 100% des Spendeskers. Donc, ce sera en gros un quiz, une trentaine de questions. L'idée, c'est vraiment de lui le niveau à l'instant T. Et pour moi, ça va être les éventuels sur voilà, des blocs de connaissances. Ça va me permettre de prioriser aussi le contenu à créer voilà, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc là, voilà, j'ai vraiment la possibilité de mesurer l'impact. En avant, il y a un prêt sur la connaissance. Et j'ai pu d'ailleurs le faire sur des formations ou des quiz que j'ai été amenée à créer du coup dans le cadre de cette initiative de booster un petit produit métier. Voilà, j'avais fait les sales en utilisant un outil qui s'appelle Mentimeter. On fera également le lien. Mais voilà, ça me permettait d'identifier les trous dans la raquette tout en ayant un format ludique, notamment pour les équipes sales qui sont plutôt axées compètes. Donc, ça va aller bien. D'accord, ok, intéressant. Et c'est quoi, quels sont comment vous organisez entre toi et l'équipe produit? Est-ce qu'il y a des instances particulières? Est-ce que tu participes aux cérémonies agiles ou autres moments d'échange? Tom, tu veux prendre la question? Je peux essayer, tenter d'y répondre et tu pourras compléter pour voir si j'ai bien répondu. Il y a des rituels définis. Il y en a deux principaux au sein de l'équipe produit qui sont la Product Sharing Session. Donc, c'est une session où chacun des membres de l'équipe produit peut partager un projet sur lequel il travaille, quel que soit le degré de maturité du projet, pour avoir du feedback. Donc ça, c'est animé notamment par Tiffany. Donc ça, c'est une première interaction. Et notre weekly, donc on fait le point sur l'avancée de chacun de nos projets, où on en est. Et ça aussi, c'est animé par Tiffany. Et après, mais là où elle intervient aussi, c'est vraiment au quotidien, en fonction des projets. Donc nous, je parlais d'Extended Squad tout à l'heure. Tiffany, en tout cas, pour mon point d'Extended Squad, tu es présente. Je ne sais pas si tu vas aux autres, mais en tout cas, tu es là. Donc, ça te permet de suivre un peu tous les projets qu'on a et avoir justement cette connaissance et savoir s'il va falloir amorcer un process de formation ou de partage de connaissances avec d'autres. J'ai l'impression qu'on est en train de perdre Tiffany. L'autre point… Parfois, tu frises un petit peu, mais ça va. Pour l'instant, ça tient. Et sinon, il y a aussi tout ce qui est… tous les mois, on fait un product update. Et donc, ça, c'est aussi géré par Tiffany. Donc, elle va directement interagir avec les différents PM pour qu'on se mette d'accord sur l'information qu'on va partager. Donc, ouais, il y a des rituels, il y a des choses moins formelles. Et puis, tout ce qui est training sur nouvelles features. Par exemple, là, nous, on vient de lancer une fonctionnalité qui est pour le remboursement des fonctionnalités aux États-Unis. Là, elle travaille avec moi pour former l'équipe des US à la fonctionnalité. Et donc, ça, on travaille ensemble. Donc, ouais. Okay. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à ajouter, Tiffany. Non, c'est parfaitement complet.
Merci beaucoup. C'est gentil. Écoutez, je pense qu'on a une bonne vision de pourquoi Product Ops, comment, quelques exemples concrets qui nous montrent vraiment ce rôle-là au quotidien. Je vous propose de terminer le talk avant de passer aux questions par peut-être, est-ce que Tiffany, et Thomas aussi, est-ce que vous avez des conseils pour les personnes qui nous écoutent, aussi bien des équipes produits qui vont intégrer des Product Ops ou des Product Ops. Donc voilà, si vous avez quelques takeaways pour nous. Ouais. Je t'en prie, ouais. Tiffany, vas-y. Tu complètes. Je pense que le premier conseil, c'est d'ailleurs, je finis par ce que j'ai commencé, c'est vraiment d'être à l'écoute, de prendre le temps de comprendre le besoin de l'équipe produit, le besoin des parties prenantes. Ne pas arriver justement avec ces grands sabots. Je pense que c'est hyper important, confiance avec l'équipe produit pour pas être vu comme le méchant gendarme qui va mettre plein de process dans tous les. Le deuxième conseil que je pourrais donner d'ailleurs au product manager, je pense que c'est de savoir dire non, parce qu'on est souvent vu un petit peu comme la personne qui va tout régler en un claquement de doigts. Donc, je pense que c'est très important aussi de faire de la pédagogie et de bien communiquer sur la raison pour laquelle j'ai priorisé tel sujet aujourd'hui et par rapport à un autre sujet qui est peut-être un peu moins prioritaire pour le moment. D'accord. Troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter, et je m'arrêterai là. Le troisième conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter du coup à s'entourer et à la fois en discutant avec des pairs pour pouvoir récolter un peu du feedback et voilà, des retours d'expérience. Et il faut aussi ne pas hésiter du coup à s'entourer d'outils qui peuvent du coup simplifier vraiment le quotidien de l'équipe produit, mais également du Product Ops. Je pense notamment à Product Board, qui nous est vraiment l'outil central de notre organisation, à la fois au sein de l'équipe produit, mais au plus global à l'échelle de Spendesk. Et voilà. Donc, je pense que faut pas hésiter quand on sent qu'il y a un vrai besoin à investir un petit peu sur des outils qui peuvent vraiment changer la donne. Voilà pour mes 3 conseils. Merci. Est-ce que Thomas, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, alors moi c'est moins, j'ai pas d'expérience de Tiffany en tant que Product Ops, donc je peux pas donner ces conseils-là. Nous c'est plus sur le choix de mettre en place cette fonction, mais même avant ça, en fait, je pense que c'est important que chacun, en tant que PM, en fait, pour toutes les fonctions d'un Product Ops, au départ, elles sont déjà réalisées par un PM. C'est-à-dire que nous, au début, on était 2, 3, 4 PM et on avait déjà des objectifs côté Ops qu'on avait définis, qu'on avait listés sur des problématiques qu'on rencontrait au quotidien, notamment sur la communication, mais aussi sur les outils, sur structurer Product Board, etc. Et donc, je pense que dès le début, c'est important de se donner des fonctions Ops, des tâches Ops et de lister les besoins. Okay. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a ça, quand on recrute un Product Ops, naturellement, il va pouvoir reprendre les sujets, structurer ça encore plus loin et optimiser tous les process. Et je pense qu'à n'importe quel stade de la boîte, c'est important directement d'avoir ces sujets Ops au quotidien. Moi, quand je suis arrivé chez Spendesk, il y a Joe qui avait mis ça en place, qui en parlait régulièrement. Et je pense que c'est une chose à prendre en compte très tôt dans sa boîte. D'accord. Oui, ça fait partie au départ, peut-être dans une plus petite équipe, du rôle de PM. Et puis ensuite, peut-être que ça devient un rôle et même une équipe à part, quoi. Ok, et ben, je vous remercie beaucoup pour cette session de questions-réponses et on va passer maintenant aux questions du public. Donc, il y a des votes sur les questions et la première question qui rassemble 8 votes, c'est le ou la Product Ops. C'est un rôle que vous décririez comment? Plutôt support, coach, opérationnel, décideur, facilitateur, expert ou conseil? Moi, j'ai mon idée, mais Tiffany, je t'en prie. Ok. Alors, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je me retrouve dans les mots-clés de support, opérationnel, facilitateur, conseil. Pour le moment, j'ai pas le rôle de coach ou de décideur. Je pense que c'est plutôt de l'aide à la prise de décision. Mais c'est pas à moi qu'incombe in fine du coup la décision finale.
Donc voilà, j'ai vraiment un rôle plutôt de facilitatrice à la fois pour les routines du coup de l'équipe produit, pour les interactions que peuvent avoir du coup les membres de l'équipe produit avec le reste de la boîte. Et voilà quoi. Donc grosso modo, voilà en tout cas mes éléments de réponse. Je sais pas si ça répond bien à ta question, Antoine. Antoine, es-tu là? Bah, pendant ce temps, moi j'aurais dit, j'aurais sélectionné le mot facilitateur. Ouais. Tiffany, c'est un peu une interface, une API entre les différentes équipes et qui nous aide à mieux dialoguer. Donc, ouais, j'aurais retenu ce mot-là. Okay. Et je pense que ouais, les autres sont des facettes sur lesquelles peut-être qu'on va plus travailler à l'avenir. Mais aujourd'hui, ça nous facilite la vie et ça facilite aussi la vie des autres équipes. Donc, je pense que c'est le mot à retenir. Ok. Antoine dit qu'on a répondu à sa question dans le chat. Ensuite, il y a une deuxième question, également une question d'Antoine qui a aussi rassemblé 8 votes. Donc, très populaire les questions d'Antoine. Quel outil de knowledge management pour stocker, diffuser, maintenir la connaissance produit et la culture produit? Tiffany, tu vas nous parler de ton outil. Quel outil? C'est une vaste question. Plusieurs choses. Du coup, aujourd'hui, chez Spendesk, on utilise Notion, qui rassemble un petit peu à la fois la connaissance sur les projets, voilà, il y a un peu, ça rassemble plein de choses dans Notion. Et aujourd'hui, en tout cas personnellement, je trouve qu'on arrive un peu aux limites de Notion où, je ne sais pas si parmi l'audience, il y a des personnes qui utilisent Notion, mais en tout cas, la search de Notion est rapidement du coup un peu un cauchemar parce que quand vous cherchez, je sais pas, je prends l'exemple encore des bons de commande, ben vous allez tomber sur l'ensemble des notes qui sont en lien avec la fonctionnalité de bons de commande. Donc à la fois les notes de discovery que Thomas va pouvoir faire et également du coup les notes en lien avec vraiment la connaissance produit. Et donc là-dessus, on est en train de passer un petit peu sur là où, enfin, la première étape, ça a été vraiment de tout mettre sur Notion. J'ai l'impression que maintenant, limite, on va progressivement du coup respécialiser certains outils et dispatcher du coup le contenu sur d'autres outils. Je pense notamment du coup à Intercom. Aujourd'hui, on a un help center qui est à destination de nos clients, de nos utilisateurs. Et c'est déjà une énorme base de connaissances d'un point de vue purement produit. Et donc, du coup, pour moi, la vision, c'est que Intercom doit être l'endroit où on a 100% de la connaissance produit. Et Intercom, nous laisse la possibilité de filtrer accès aux articles. Et donc, c'est la raison pour laquelle on crée du coup des articles qui ne sont uniquement visibles par les Spendeskers. Ce qui nous permet en fait vraiment de centraliser la connaissance produit sur Intercom, mais du coup tout en laissant la possibilité, nous laissons la possibilité de filtrer qui a accès au contenu. Et ensuite, l'autre outil qu'on va utiliser, c'est 360 Learning, donc du coup la Spendesk Academy. En fait, l'idée, c'est vraiment voilà, la Spendesk Academy, vous allez à l'école, vous apprenez du coup, vous suivez du coup un cours qui peut être digital ou en live, et du coup vos bouquins, donc vraiment le contenu de ces cours, le programme sera sur le Help Center. D'accord. Ok, donc c'est assez riche, différents outils, les différentes sources d'infos, différents niveaux de visibilité, etc. Ok. On a ensuite, merci beaucoup Tiffany, on a ensuite 3 autres questions qui rassemblent chacune 5 votes. Comment travaille le Product Ops et le Product Marketing autour de cet axe de communication? Donc si je comprends bien la question, comment est-ce que, déjà vous avez une équipe Product Marketing chez Spendesk et comment est-ce que tu vas collaborer avec eux? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites en commun? Est-ce que il n'y a pas un overlap entre les 2 équipes? Ouais, je prends la question, Tom, peut-être que tu compléteras ensuite. En gros, donc pour répondre d'abord à si on a une équipe product marketing, oui, on a une équipe plutôt
plutôt robuste, je trouve, avec 4 product marketing. Non, mais pour le coup, c'est vrai, c'est quand même pas commun d'avoir autant de product marketing. On est hyper bien équipé chez Spendesk sur le sujet et c'est du coup hyper agréable. Donc du coup, on travaille main dans la main avec cette équipe qui est organisée par marché. Et la façon dont on travaille avec eux, c'est qu'on s'est divisé un petit peu les tâches. L'équipe product en charge du positioning et du pitch qu'on peut avoir sur le marché. Comment est-ce qu'on présente une fonctionnalité, etc. Donc vraiment, elles vont être, elles, parce que c'est que des filles, elles vont être responsables de dont on va packager et brander du coup ces fonctionnalités. Et moi, de mon côté, sur la partie connaissance produit et la fonctionnalité pure, je vais être en charge du coup de former les équipes sur la de la fonctionnalité. Donc voilà, on s'est divisé du coup les tâches comme ça. D'accord. Ok, très clair, merci. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on entendait par communication, mais c'est exactement ça. C'est par exemple sur la fonctionnalité remboursement aux États-Unis, par exemple, si on prend cet exemple. Depuis l'arrivée de Tiffany, avant, je travaillais avec donc on a un PMM, une PMM par Extended Squad, et je travaillais avec cette personne, par exemple, sur la fonctionnalité pour avoir un pitch, un messaging, mais aussi sur le training des équipes sur la fonctionnalité en tant que telle. Et là, on l'a splitté en deux, c'est ce que disait Tiffany. Donc, Tiffany est responsable de former la feature et le PMM sur le pitch et messaging, et puis sur tout ce qui est communication externe sur la fonctionnalité, ça c'est géré par le PMM. D'accord. Avec le PM. Ok, très clair. Et est-ce que vous avez chez Spendesk des design ops? Non, pas encore, mais Tiffany, je crois que c'est en cours de réflexion. Parce qu'il y a une question sur ça. Quelle différence faites-vous entre product ops et design ops? Est-ce que vous pouvez alors c'est une bonne question. Du coup, nous, produit, on a du coup, l'équipe produit, comme le disait Thomas au tout début, comprend à la fois des product managers et des product designers. Donc moi, en fait, comme j'évolue au sein de l'équipe produit, je dois estimer les besoins des PM et des designers. Pour le moment, je me suis occupée vraiment que des sujets product. Du coup, me sont remontés. Le seul truc, c'est que je pense que je suis pas vraiment experte sur ces sujets-là. Du coup, on essaye, enfin, eux me sollicitent, donc c'est les designers qui me sollicitent directement voilà, pour me demander mon avis, etc. Mais c'est plutôt eux qui, du coup, continuent à avoir cette casquette et à assurer ces missions design ops. Il y a peut-être un sujet sur lequel, du coup, qui est vraiment à cheval entre product et product management et designer. C'est le sujet des user interviews, où, du coup, c'était un besoin qui avait été remonté, du coup, quand j'avais fait mon audit en juillet dernier, qui était, du coup, de simplifier un petit peu tout le process autour de la user research et notamment du coup comment est-ce qu'on arrive à identifier et à contacter des utilisateurs pour gérer des interviews à la fois en phase de discovery mais également en phase de bêta et comment est-ce qu'ensuite on arrivait à rassembler du coup la connaissance liée à ces interviews. Et du coup, là-dessus, j'ai eu la chance d'avoir l'aide de Diane, qui était du coup en stage à l'époque chez nous et qui nous a rejoint ensuite en tant que product manager. Mais voilà, c'est un exemple, par exemple, de projet qui du coup est plutôt design ops, mais qui a été géré du coup côté product ops, puisque du coup, on n'a pas encore d'ops. D'accord, ok. Je pense que ça a également un petit peu répondu à une autre question qui était quels sont les overlaps avec les autres expertises, notamment user research. Je pense que tu as un peu répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres expertises avec lesquelles tu collabores ou en plus de ceux qui, les designers. Tu as parlé du marketing, équipe produit, bien sûr. C'est en fait, c'est vraiment au fil de l'eau, les projets remontent et du coup, on priorise ou non. Mais par exemple, le sujet de design ops, pour moi, ça va de pair avec ce que disait Thomas tout à l'heure dans ses conseils. Pour le moment, c'est encore géré côté designer. Et je pense qu'au moment où, du coup, on aura vraiment de plus en plus de besoins, l'équipe de designers, du coup, va s'étoffer, etc. Peut-être que, du coup, à ce moment-là, on pourra recruter quelqu'un qui sera vraiment dédié au design ops et notamment, par exemple, au maintien du design system qu'on est en train de mettre en place chez Spendesk ou autre. D'accord.
on a une dernière question. Alors, il y en a une qui Qui est tout en haut. qui est tout en haut, qui est remontée. Pouvez-vous donner un exemple de track? Je laisse Tom répondre là-dessus. Ouais. Alors laquelle je peux donner un exemple? La mienne, par exemple, moi, c'est très propre. Encore une fois, c'est propre au domaine métier qu'on adresse. Hein. Donc nous, c'est simplifier les dépenses en entreprise, encore une fois, et la décentralisation. Donc moi, par exemple, c'est request and pay. C'est-à-dire que sur le côté request, c'est faciliter l'accès à une demande d'achat pour n'importe quel employé dans l'entreprise, donc faire en sorte qu'il puisse faire une demande d'engagement de dépenses et qu'il ait l'approbation. Et ça vaut aussi pour une note de frais, par exemple. C'est un engagement rétroactif, donc j'ai fait une dépense et j'ai besoin d'avoir l'approbation que je pouvais la faire. Et après, il y a le pay qui soit adresse le même persona que le request. C'est-à-dire, je fais une demande d'achat, puis on me donne une carte virtuelle pour payer. Dans ce cas-là, c'est request et pay dans la foulée. Soit un pay qui est pour une autre personne ou un autre corps de métier différent, qui peut être la finance. Si je fais une demande de note de frais ou je soumets une facture à payer, potentiellement, c'est l'équipe finance qui va rembourser les employés ou payer les factures. Et donc ça, c'est un premier scope. Et après, par exemple, on a d'autres qui sont contrôle ou bookkeep. Donc, juste pour mettre plus de contexte, parce que ça peut être un peu particulier par rapport au métier qu'on a chez Spendesk, mais request and pay. Donc, nous, on donne de l'autonomie pour pouvoir faire des demandes et le contrôle permet de s'assurer qu'en donnant cette autonomie, il y a un petit bout. En donnant cette autonomie, on a toujours le contrôle sur ce qui passe, qu'on a la visibilité sur les budgets et ainsi de suite. Et donc là, ça va être vraiment une track dédiée. Et donc, au sein de Request and Pay, on va pouvoir faire autant de squads que besoin en fonction des sous-besoins dans cette catégorie-là qu'il va falloir répondre à moyen terme ou long terme. Si ça répond à la question, c'est pas trop propre à Spendesk, mais... je pense que la question, c'était propre à Spendesk. Je pense que ça répond, sinon que Camille s'exprime. Voilà, écoutez, on va arrêter ici avec les questions. Je pense qu'on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire récupérer les questions posées auxquelles on n'a pas répondu et Tiffany et Thomas pourront éventuellement vous répondre par email. Et on va passer maintenant à la session de networking. Donc, vous l'avez probablement vu en arrivant. En fait, il y a différentes tables. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez rejoindre différentes tables en cliquant sur les chaises. Et puis, vous êtes dans un petit groupe, comme une salle Zoom, pour échanger sur le sujet ou sur d'autres sujets du produit si vous souhaitez. Merci beaucoup et rendez-vous dans les salles. Merci. Merci Tiffany, merci Thomas.